Voilà, nous y sommes. Bonsoir tout le monde. Je suis contente d'être ici et je vous remercie d'être venu, d'avoir bravé les intempéries virales. Je suis vraiment heureuse d'être ici et je remercie aussi la force qui nous réunit, que cette force nous aide à traverser toute cette période, tout ce qui se passe avec sérénité. Je voulais aussi vous dire que je suis ici pour vous partager mes expériences, mes vérités ou ma vérité qui me tient à cœur. Je vous partage tout cela, mais c'est à vous de voir si ça vous correspond, parce que je ne vous oblige pas à croire à tout cela. Vous pourrez y croire quand vous aurez vérifié et validé le message qui va être propagé. Alors, avant de commencer la conférence, je rappelle le sujet du jour qui est l'unité globale, l'unité universelle avec l'illusion de séparation. Ce sont deux aspects qui semblent contradictoires. Avant d'aborder ce sujet, je vais d'abord me présenter un petit peu à vous. Je sais qu'il y en a qui me connaissent déjà un peu, qui connaissent un petit peu mon histoire. Je ne sais pas si... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je voudrais raconter un petit peu pourquoi j'en suis arrivée et comment je suis arrivée à avoir ce message à transmettre. Je suis née en Afrique, au Burundi, il y a très longtemps. J'ai vécu une belle enfance jusqu'à mes 7 ans. Franchement, je peux dire que j'étais insouciante ou inconsciente, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vécu quelques moments de connexion avec l'univers. Ce n'est pas pour rien que ce sujet m'a rattrapée plus tard dans mon âge avancé. Et puis à partir de 7 ans, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait beaucoup de peur autour de moi, que je captais par rapport à mes parents ou les gens de la famille. Et puis par rapport aux autres aussi, le pays était très fort en insécurité. Il y avait beaucoup de disparitions et même des disparitions, des vraies disparitions, pour ne pas dire des gens qui étaient tués et tout. Et puis il y avait eu des troubles qui revenaient souvent. J'ai quand même pu aller à l'école. Première fille du village à aller à l'école, c'était un exploit pour moi. Ma scolarité s'est très bien passée. Vers 17 ans, j'ai dû quitter mon pays parce que là, il y avait des troubles très, très, très graves. Je me suis retrouvée dans un pays voisin, toute seule. Je ne parlais pas la langue. On partageait le français, oui. C'était la seule chose on communiquait en français, mais le français était seulement utilisé dans les lieux administratifs. Dans la vie de tous les jours, je me retrouvais sans pouvoir parler et communiquer avec les gens. Sans oublier que j'étais seule, pas de nouvelles de la famille. Toute cette période, jusque même plus tard, c'était une période très sombre pour moi, où je vivais beaucoup d'événements difficiles. Il y a eu peut-être quelques moments où j'avais quelques bons moments de joie, mais
dans la balance, c'était vraiment le côté triste et douloureux qui revenait. J'ai fini mes études dans ce nouveau pays, mes études supérieures. J'y ai même travaillé longtemps. Finalement, c'est dans les années 85 que j'ai quitté l'Afrique pour me retrouver en Europe. Je me suis mariée aussi et j'ai eu mon enfant. J'étais enceinte et j'ai eu mon enfant en 87. J'ai eu des ennuis de travail. Je n'étais pas admise à travailler, donc j'ai galéré parce que tout ce que j'avais fait comme études ou comme travail avant en Afrique n'était pas reconnu ici. Donc toute ma vie, c'était de haut et de bas. Et je n'avais pas de référence ou de repères pour me retrouver. Et plus tard, c'était dans les années 2000, 2007, je me suis retrouvée veuve. Et là, je marque en fait, même si c'était une vie mouvementée ou tourmentée, c'était la première partie de ma vie où je vivais vraiment dans le chaos, dans le noir. C'est-à-dire que je n'avais rien à quoi m'accrocher. Je n'avais pas vraiment de famille, mon mari et mon petit garçon. J'avais des amis bien sûr, mais on ne partageait pas des choses intimes. Donc j'étais paumée complètement. C'est pour ça que j'ai développé des maladies de toutes sortes, des dépressions. Enfin, je ne vais pas tout énumérer, mais j'en ai connu des trucs. Je pense comme tout le monde, mais chacun retient ce qu'il a vécu. Et après donc que je me suis retrouvée veuve, une fois que mon mari était décédé, c'était évidemment très dur. 2 ans après, j'ai pu être au courant du chemin vers soi. J'ai croisé le cheminement spirituel. C'était comme une porte qui s'ouvrait avec beaucoup de lumière. Et je me suis jetée sur tout ce que j'entendais avec une soif et une faim, comme si j'étais une affamée. J'avais déjà été affamée quand j'étais réfugiée, qu'on ne mangeait qu'un petit peu par jour. Mais là, j'étais affamée d'autre chose et je dévorais tout ce que j'avais. Et ce qui est impressionnant, c'est que je disais chaque fois, ah mais oui, mais oui, mais oui, comme si je savais. Des livres, des stages, des conférences auxquelles j'assistais, des séminaires, même des voyages initiatiques, des initiations, des formations énergétiques, plein de choses que j'ai vécues avec intensité parce que j'avais un engagement intense vers ce chemin. C'est un engagement qui était au-delà de tout, prioritaire. J'ai mis tout en second plan. Et alors, j'ai senti qu'il y avait des changements dans ma vie par rapport à l'accueil des situations. Cela n'empêche que, pardon, 2 ou 3 années plus tard, c'est-à-dire en 2012, j'ai vécu un séisme intérieur, émotionnel, à tous les niveaux d'ailleurs, lié à une séparation affective. J'avais rencontré quelqu'un avec qui j'avais partagé d'ailleurs ce chemin avec intensité. Et la séparation a été tellement douloureuse pour moi. Elle a touché tous les 5 blessures, pas les 7. Les 5 blessures ont été touchées en même temps. Tout est remonté. C'était tellement fort qu'à un moment, je me demandais si j'allais survivre à cela. C'était tellement dur qu'à un moment, je me disais, il faut que j'en finisse. C'est pas possible. Mais mon engagement à la vie a été tellement fort, mon engagement au spirituel, à la rencontre du divin à moi, que j'ai tenu le coup. Et j'ai
amplifié tout ce que je faisais pour essayer de trouver la guérison de ces blessures. Donc l'engagement a encore été intense. Depuis 2012 je dirais jusqu'à 2016, c'était vraiment un cheminement où mon travail, je dis bien le mot travail, c'était le travail alimentaire, a pris le second plan. J'ai d'ailleurs diminué le temps de travail pour être en mi-temps. Pour finalement, en 2015, j'ai démissionné, mais une démission qui était demandée par mon âme. J'ai résisté pendant 6 mois, mais finalement, j'ai accepté. Et une fois qu'on accepte quelque chose qui est demandé par l'âme, franchement, c'est une récompense qui vient. J'ai eu des récompenses très, très quantitatives et qualitatives. Et cela, une fois que j'ai quitté cet emploi, c'est là que je dis que j'ai clôturé la deuxième partie de ma vie, qui était la partie instruction, apprentissage, retrouvailles des lois de la vie, enfin certaines lois de la vie, ce que je pouvais apprendre, ce que j'ai pu apprendre pour m'aider à avancer. J'ai démarré une troisième partie de ma vie, puisque mon âme me demandait de servir autrement, non plus d'aller travailler, aller au boulot et aller faire les finances ou je ne sais pas quoi, mais plutôt servir la vie d'une autre façon. C'est pour ça que j'ai dit accepter pour être thérapeute, parce que je sentais bien où allait mon âme, vers quoi me dirigeait mon âme, mais comment, ça c'était une autre question. C'est comme ça que j'ai essayé d'être thérapeute, j'ai ouvert un cabinet, ça a duré 1 an. Au début, ça avait l'air de fonctionner, mais ça n'a pas duré. Après 1 an, j'ai arrêté, j'ai compris que ce n'était pas vraiment ça la voie. Quoique je n'étais pas éloignée. Il ne fallait pas que je fasse l'individuel, que les gens viennent et tout. On me demandait autre chose, mais je ne savais pas quoi. L'écriture s'était imposée à moi comme une intuition, une inspiration. Je commençais à écrire des choses, j'avais plein de sujets sur lesquels je pouvais écrire, ne fût-ce que raconter ma vie. Mais j'ai commencé par cela. Et puis un jour, ça c'était en 2018, c'était mi-2018, au courant d'une méditation, j'ai reçu, à travers une révélation, j'ai reçu un paquet d'informations. C'était vraiment un condensé d'informations de toute nature, tout rassemblé et compact. C'était des visions, c'était un changement de conscience, c'était des compréhensions, c'était des concepts qui venaient. Tout était là mélangé, c'était même des visions visuelles comme du film, alors que j'avais les yeux fermés. C'est ce que j'ai appelé, ou j'appelle, c'était un format multidimensionnel ou multiniveau d'information. Ça n'a pas duré longtemps et il fallait, après, pas il fallait, il m'a été demandé de déchiffrer cela au mieux que je peux, d'écrire cela. J'ai dit, comment je peux écrire cette chose-là qui n'a pas de consistance, mais même si j'ai compris des choses, j'ai l'air de percevoir, de comprendre la conscience qui s'ouvre sur des sujets, mais pour mettre ça par écrit, c'était une affaire. Donc ça a duré 6 mois d'écrire un livre là-dessus. C'est ce livre-là qui est sorti, enfin en partie, une première partie. Ce livre que j'ai nommé « Yego Moya, notre univers et son créateur suprême révélé ». Parce que cette information concernait l'univers, notre univers et son fonctionnement. Donc j'ai déchiffré ça pendant 6 mois. On est donc fin 2018. Je sens une pression, pas une pression comme telle, pas un stress, mais quelque chose qui me demande de terminer. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu as déjà bien travaillé, c'est bon. Tu peux clôturer.
C'est ce que j'entendais. J'ai dit ok, je finis par clôturer et j'envoie ce texte aux amis pour qu'ils puissent lire. Parce que je me disais, est-ce que c'est pour publier ou bien est-ce que c'est pour... c'était pour que moi j'apprenne, parce que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué par rapport à cette écriture-là. Donc je l'ai envoyé aux amis qui m'ont fait des bons retours, mais en fait, le fait que j'avais cette hâte à finir, c'est parce que en 2019, en février, il y avait un événement d'importance qui m'attendait. C'était le décès brutal de mon fils. Un accident de voiture la nuit, inattendu, bien entendu, et ça a été le choc. Waouh! Et sur le coup, je ne comprenais pas. Je dis, jusque-là, j'ai essayé de suivre tout ce que j'avais appris, de m'aligner avec ci, de m'aligner avec ça. Pourquoi ça vient? Mais très vite, j'ai accepté ce décès. Avant même que mon fils ne décède, quand j'ai appris que c'était un accident grave, je ne savais pas le grave ce qu'il voulait dire parce que je ne l'avais pas encore vu. En moi, j'ai senti qu'il fallait que j'accepte l'inacceptable si ça doit arriver. Et donc, j'ai tout de suite, je me suis engagée à accepter ce qui arrivera, quoi que ce soit, et à accompagner mon fils, avant même de le savoir, de savoir qu'il allait décéder. Et c'est 1 ou 2 heures après que j'ai appris la nouvelle à l'hôpital. Et donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que l'on soit dans l'état où j'étais avant, dans la première période de ma vie, où je n'étais au courant de rien par rapport à qui nous sommes, à ce que la vie, à ce qu'on est éternel, comme on dit, toutes ces choses-là. J'ai perdu mes parents dans des circonstances difficiles aussi. J'ai souffert beaucoup de cela. Et quand mon fils est décédé, j'ai souffert pareil. Au niveau de nos corps, la souffrance est la même, que l'on sache, qu'on ne sache pas. Donc la souffrance et tout le deuil, c'est quelque chose qui est à vivre et à traverser et à apprendre à le vivre comme il faut. Peu importe qu'on soit très au courant ou très avancé au niveau évolution intérieure ou pas, c'est quelque chose qui concerne l'humain. Et l'humain ne change pas au niveau de ses sensations, de son ressenti, au niveau des énergies qui les traversent, on les sent toujours. Et donc, quelques mois après, je dirais 3 mois plus ou moins après, j'ai senti qu'il fallait que j'accompagne la première partie de mon livre par une deuxième partie qui correspondait à cet événement. Et de fait, c'est un complément. Et il s'avère que mon livre, en fait, traite du sujet, entre autres, bien sûr, il traite du sujet de notre conférence. L'unité, la structure de l'univers, cette structure unifiée, l'unité que nous sommes, le un. Parce que quand on dit unité, on pense qu'il y a plusieurs morceaux qui sont rassemblés. Nous, il y a le un qui est comme un bloc illimité, infini dans tous les sens. Un bloc qui est un, que nous formons tous avec tout ce qui existe, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Et puis, il y a le côté qui concerne entre autres la vie qu'on mène ici et la vie qui est menée dans d'autres mondes qu'on ne voit pas. Je vais en parler. Et cette vie-là, on la vit de manière séparée. Et donc, il fallait que je fasse l'expérience de tout ce que je venais d'écrire, de l'unité à la séparation. C'est pour ça que mon fils, enfin, c'est pas seulement pour ça, il avait aussi ses raisons personnelles. Il avait sa vie à gérer. Mais une des raisons,
c'était pour me faire vivre concrètement cela. Que ce que j'ai pu écrire, que je puisse le vivre. Sans doute parce que derrière, il y avait cette demande de mon âme d'en parler plus tard. C'est comme ça que j'en arrive à notre conférence. Alors, pour parler de cette unité universelle, en rapport avec cette illusion de séparation que nous vivons, qui est vécue par tout ce qui existe, tout ce qui est manifesté, tout ce qui est sur notre part, tout ce qui est incarné, ou tous les objets, tout a l'air séparé. Je prends mon livre, il est tout seul, il est séparé de moi, il est séparé de tout le reste, enfin. Alors comment ça se fait cela? Et pourquoi? Mais avant de parler de ça, j'ai une petite histoire à vous raconter. Je vais vous parler d'un vieux couple. Un vieux couple dans tous les sens du terme. Parce qu'il est vieux, parce qu'il il a vécu tellement longtemps. C'est un couple éternel. Il a toujours vécu de toute éternité et puis il vivra toujours. Mais il a la chance, sinon le temps serait long pour lui, il a la chance que le temps, le futur, le présent, le passé, tout est confondu pour ce couple. Parce qu'il vit l'instant présent à fond. Et ce couple alors, c'est un couple modèle aussi. Il est rempli de sagesse parce que c'est un couple, les deux composantes, les deux membres, je ne sais pas comment on dit. Il y a sûrement un masculin, un féminin. Ils sont fusionnels, très fusionnels. Ils ne se quittent jamais. Et pourtant, ils ne partagent rien de ce qui les intéresse. Ce qui intéresse là, c'est le contraire de ce qui intéresse l'autre. C'est pour ça que je dis que c'est un couple sage, parce qu'ils arrivent à s'entendre alors qu'ils ne partagent pas ils partagent d'une certaine façon, dans le sens où chacun accepte ce que fait l'autre, même si c'est le contraire. Ce serait pour nous, ce serait pas tellement accepté que l'autre fasse justement ce qu'on n'aime pas faire, le contraire de ce qu'on aime. Mais là, ils sont tellement sages qu'ils acceptent. Mais ce couple qui vit dans l'instant, ils ont la chance que quand ils prennent des décisions, c'est pris à l'instant et c'est acté et c'est fait. Et donc, ils ont trouvé un consensus qu'ils vivent tous les jours. C'est comment on peut partager nos passions qui sont opposées. Alors, ce qu'ils ont décidé, c'est qu'ils se sont dit, eh bien, on va créer un espace où nous pouvons chacun nous déployer tout ce que nous savons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous aimons. Et donc, cet espace, c'est leur terrain de jeu en fait. Mais avant de continuer, je vais vous dire quel est ce couple. Je pense peut-être qu'il y en a qui ont deviné. Ce couple, c'est le couple qui est à la base de notre univers. C'est le couple de qui nous procédons. C'est l'amour infini et la conscience globale qui ne se quittent jamais, qui sont toujours ensemble. Mais là, pour ne pas citer l'amour infini, l'amour universel, c'est une grandeur qui est la force la plus importante, la plus forte de tout l'univers. C'est une force magnétique qui attire tout à soi. Il n'y a rien qui échappe. Même une brebis galeuse, qu'est-ce que j'ai dit galeuse, non, une brebis qui s'égare, elle est vite rattrapée parce que l'amour est tellement fort, tellement puissant qu'il n'y a rien, cet amour, elle rassemble tout. C'est cet amour qui est à la base de l'unité. Vous avez compris cet amour, nous le vivons en arrière-plan. Mais la conscience, qui est l'autre membre du couple que je disais, sa caractéristique, c'est de disperser
se disperser, mais pas se disperser dans le sens de se perdre, c'est se montrer de toutes ses facettes. Et la conscience a tellement de potentiel qu'elle a une puissance infinie, illimitée. Et sa puissance, c'est justement de déployer son potentiel. Son grand plaisir, c'est de déployer ce potentiel. Je sais faire ci, je peux faire ça, je vais montrer ça, je veux expérimenter. En plus, la conscience veut expérimenter ce potentiel. Parce qu'il ne suffit pas de savoir qu'on est ici, qu'on sait faire ça. C'est aussi de le ressentir et de le manifester et de pas juste de le conscientiser, mais de le mettre, de le manifester en fait, c'est ça le mot. Alors le terrain des jeux que l'amour et la conscience ont créé ensemble dans leur consensus que chacun puisse exprimer ce qu'il est, ce terrain de jeu que j'ai appelé un champ, c'est ce qu'on appelle le champ des points. C'est notre espace, c'est l'espace qui est ici, que nous voyons, mais nous n'en voyons qu'une petite partie. On va voir pourquoi. Quand je dis une partie, ce n'est pas une partie dans le sens que c'est limité dans l'espace. C'est une partie dans le sens qu'on ne voit pas toutes les caractéristiques. Alors, ce champ de points, c'est le champ où les deux déploient leur potentiel. Ce champ de points qui est l'espace des points, qu'on appelle aussi le vide, l'amour s'en occupe pour en faire un bloc uni. C'est lorsqu'on ferme les yeux, ce qu'on peut voir ou s'imaginer, et c'est l'imaginer à l'infini, c'est cet espace, c'est ce que nous sommes quand tout est rassemblé. Mais quand on ouvre les yeux, ce qu'on voit, on est dans l'illusion de perception, l'illusion de séparation. C'est là que nous voyons des individus séparés, des objets et tout. Là, nous sommes dans un espace qui est local, qui n'est pas le grand espace. Et donc, cet espace-là, nous allons voir comment la conscience l'utilise, parce que pour l'amour, c'est facile. L'amour, elle a cette énergie qui rassemble tout. L'amour, en fait, c'est juste être là et déployer son énergie et tout est rassemblé. L'amour, c'est être, c'est s'intérioriser. Par contre, la conscience, c'est tout montrer, tout faire. Il y a de l'action. C'est agir, la conscience. C'est manifester, c'est déployer, c'est créer, c'est faire. Et alors, comment s'y prend la conscience à partir de cet espace qui est un bloc, je dis un bloc pour dire que c'est une unité, c'est une seule entité. Comment la conscience fait pour créer des choses qui sont différentes et qui en plus, comme ici, on est animé par la vie, où il y a des plantes, il y a des animaux, il y a toutes sortes, il y a même des objets qu'on croit qu'ils ne sont pas animés, mais là c'est un autre débat. Alors, je vais vous parler un petit peu de... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que lorsque la conscience et l'amour font ce consensus et créent cet espace-là, c'est cet espace qui est appelé l'univers manifesté. Et cet espace a comme caractéristique d'être son créateur lui-même. Donc l'espace, le créateur suprême, l'univers manifesté, c'est la même chose. Et c'est une unité, c'est une seule chose. Et à partir de cet espace, de cet univers, ce créateur, il va utiliser la conscience pour déployer et montrer son potentiel. Alors comment il fait ça? C'est basé sur une seule façon de faire, mais qui se répète d'une infinité de façons. C'est le même principe qui se répète en fait en changeant des ingrédients. C'est pour ça que ça donne une infinité de possibilités.
le créateur suprême, qui est l'univers manifesté, le grand univers, il a ce potentiel de pouvoir faire 1 million de choses à la fois. Autrement dit, il peut se manifester tout en restant lui-même d'un million de façons différentes. Million, c'est le mot humain, je voulais dire infini, illimité. Et c'est ce principe qu'il va utiliser tout le temps. Alors, il commence par manifester et jouer le rôle des créateurs, que j'appelle des créateurs actifs. Ce sont ces créateurs, c'est comme le grand créateur lui-même, sauf qu'il a limité leur potentiel. Comme ça, ils peuvent avoir le loisir de manifester. Ils peuvent manifester en claquant comme ça, à la seconde, même pas à la seconde. C'est pensé, c'est fait. Ils ne doivent même pas penser, avant même de penser, c'est fait. C'est ça leur caractéristique. Mais alors, comment on en arrive à des êtres comme nous, ou des objets? Bien, ces grands créateurs qui sont à la bonne école, ils vont faire comme le créateur suprême. Eux aussi, comme ils savent faire comme ça, tout ce qu'ils pensent, ça se fait en une fois. Ils vont pouvoir, comme je dis, faire plusieurs choses à la fois, une infinité de choses à la fois. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de rester grands créateurs actifs, ils vont être des esprits limités. Ils vont choisir ou de créer ou de manifester ou de jouer le rôle de plusieurs esprits limités dans leur potentiel et limités aussi dans leur conscience. Mais de toutes les façons possibles. C'est pour ça qu'il y a une infinité de personnes, que ce soit dans notre monde ou dans d'autres mondes. Et ce créateur, le créateur actif, quand il crée ses consciences ou ses esprits limités, limitant potentiel et même dans leur conscience, il va aussi prendre le champ, le grand champ des points ou l'espace. Il va aussi les structurer d'une certaine façon où il ne garde que quelques caractéristiques. Il le structure, même si l'espace paraît illimité, infini, ce n'est pas le grand espace. C'est pour ça qu'il y a l'illusion à différents niveaux. Il y a l'illusion au niveau de la perception. Il y a l'illusion au niveau des potentiels qui sont limités. Et donc, les esprits limités qui ont été créés instantanément d'ailleurs, vont se retrouver dans un espace que je peux appeler espace local. Par exemple, notre univers que nous croyons être l'univers total, non, c'est un espace local, c'est un univers local, c'est un cosmos. Mais imaginez qu'il y a une infinité d'espaces comme le nôtre, d'univers comme le nôtre, mais qui ne sont pas exactement, chacun avec ses, comme je dis, ses potentiels et ses caractéristiques. Et donc, les esprits vont venir vivre dans cet espace univers local, mais ils ne viennent pas comme ça. Le créateur actif, il va associer chaque esprit à un ensemble de points. Je vous ai dit que l'espace est formé de points. Il va lui associer un ensemble de points pour qu'il puisse se localiser vraiment et prendre forme. Et puis, les énergies sont densifiées pour, par exemple, créer une personne. Pour qu'une personne puisse avoir une forme, une consistance, que chaque objet puisse avoir une consistance. Donc, nous sommes un esprit qui est associé à des points. C'est pour ça que moi, je nous appelle, tout comme les arbres, les objets, je les appelle des points créateurs. Parce que nous sommes le grand créateur qui joue le rôle limité en conscience et en potentiel, et qui en plus est associé à des points, ce qui nous permet de nous localiser plus facilement. Et les points créateurs, c'est eux qui ont le rôle
d'œuvrer pour manifester vraiment les potentiels et ressentir. C'est pour ça que nous sommes là pour faire plein de choses. Et on est malheureux lorsqu'on n'arrive pas à faire. Je crois que vous l'avez remarqué. Quand on n'arrive pas à manifester ce qu'on voudrait ou quoi, on est là pour manifester un certain potentiel ou plusieurs potentiels. Et lorsque on n'y arrive pas, on n'est pas bien. Mais les points créateurs, ils ont quelque chose d'important. Comme ils sont limités à tous les niveaux, ils ne sont pas coupés du tout du grand univers. Au niveau c'est en plus une illusion qu'on croit d'être coupé, je vais en reparler. Ce qu'ils ont d'important, c'est qu'au niveau de leur centre, pour nous les humains, c'est placé au niveau de notre poitrine. Nous avons le grand créateur à placer à notre intérieur un lien qui nous permet d'accéder à tout l'univers, à toutes les connaissances. Il suffit de s'intérioriser. On a accès à tout. Et donc, apprendre à nous connecter à l'univers, à toutes les connaissances, à partir de notre cœur. Une autre chose que les points créateurs qui sont venus manifester les potentiels de la conscience et du Créateur suprême, c'est qu'on a un but qui est inscrit en nous, un but que j'appelle le but ultime. On n'est pas juste là pour faire ce qu'on veut, vagabonder à notre gré, n'importe comment. D'abord, il y a des lois qu'on a à respecter, les lois de l'univers, pour conserver l'harmonie. Maintenant, il faut voir si on les respecte, ces lois. Il y a autre chose qui est ancrée en nous, même quand on n'y pense pas. On est guidé vers ça inconsciemment. Quoi qu'il arrive, c'est là qu'on va. C'est de savoir qu'on est là pour évoluer. Et l'évolution, ça consiste en fait à pouvoir se rapprocher le plus possible de l'état de la conscience globale et de l'état de l'amour universel. C'est pour ça qu'on évolue, pour nous rapprocher. Mais nous avons l'éternité pour cela. Et je dirais même à l'état vivant, je parle pour les humains là, nous pouvons y accéder d'une certaine façon lorsque nous sommes vraiment à l'intérieur de nous, connectés à nous-mêmes vraiment. Nous avons un ressenti de toucher qui nous sommes vraiment, de toucher qui est à la base de qui nous sommes. Quand je dis qui est à la base, c'est nous-mêmes. Donc si je résume, le grand créateur qui joue le rôle des créateurs actifs, il y en a des quantités, et ces créateurs actifs qui créent des univers locaux de toutes sortes. C'est pour ça qu'il y a les mondes parallèles. Et dans ces univers locaux qui sont habités par quantité de formes et d'espèces, d'êtres de tout genre, et ce sont des créateurs locaux qui jouent ce rôle. En fin de compte, qui joue le rôle qui est nous, c'est le grand créateur suprême. C'est pour ça que nous sommes un, parce que c'est le grand créateur suprême qui fait tout ça. Et avec la conscience qui a cette possibilité de tout subdiviser, mais la subdivision, ce n'est qu'une illusion de perception. C'est pas que l'espace n'existait pas. C'est pas que nous n'existons pas. Quand on dit illusion, ça ne veut pas dire que nous sommes le vide, il n'y a rien. Non. Nous existons, même en tant qu'humains. Nous sommes des points visibles qui sont rassemblés d'une certaine façon. Et l'illusion que je disais, ce n'est pas une illusion pour dire que ça n'existait pas. C'est une illusion pour dire que ce que nous percevons n'est pas la réalité réelle. Nous avons l'illusion dans la perception. Nous avons l'illusion au niveau de la conscience qui est limitée, donc on capte les choses avec des limitations, on capte des choses qui sont un peu déformées. Nous avons l'illusion de voir ce que nous voyons, même au niveau de notre monde local. C'est l'illusion, regardons par exemple la vue. Dans notre monde local,
nous voyons jusqu'à quelle limite? Oui, nous voyons des étoiles, nous voyons la Lune, nous voyons le Soleil, mais et après, pourtant il y a plein d'autres, les galaxies, on en parle, est-ce qu'on sait les voir? Ils ont inventé des... Non, ce n'est pas des horoscopes. Aidez-moi, des trucs pour aller voir l'espace, les télescopes. Ils ont inventé ça pour voir le plus loin possible qu'ils peuvent, mais ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. C'est pour dire cette limitation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans un monde limité, où la perception est limitée, où on vit des illusions, ainsi de suite. Et l'exemple que j'allais vous donner de cette illusion, c'est une image évidemment qui est tronquée, puisque nous sommes dans un monde où tout est tronqué, nous sommes séparés, nous sommes limités. Imaginez une scène, on met un bonhomme sur une scène, un homme ou une femme, peu importe, et puis on focalise sur lui un rayon laser qui est très précis, qui peut par exemple prendre, j'allais dire, prenons la bouche, qui va se localiser au niveau de la bouche, et le reste, c'est la lumière noire qui couvre. Donc on ne voit rien. On ne voit que la bouche. L'homme est là, on le sait. Pour les gens qui ne le savent pas, ils vont se demander ce que c'est. Cette bouche qui parle toute seule, qui est perdue là dans le noir. C'est une illusion. Et si pour un peu qu'il y ait deux rayons comme ça, il y en a un qui fixe la bouche, l'autre il fixe peut-être l'oreille ou un bout du doigt, on va voir un doigt et une bouche qui sont là dans l'espace. La bouche, si l'homme qui on a dirigé ses faisceaux, s'il veut parler, il parle, donc les autres vont voir la bouche qui remue et tout. Il peut bouger le doigt, mais rien n'est vu. Et les gens vont se dire, waouh. Et si en plus ces doigts et cette bouche ont une conscience spécifique qui leur est propre, qui n'est pas la grande conscience de tout le corps, ils vont se dire, ah, moi là, je suis tout seul, j'ai pas d'amis, il y a juste ce petit doigt-là qui m'embête, qui bouge, qui me pointe. Pourtant, tout ça fait partie d'un homme complet. Mais nous percevons juste des petits bouts. C'est ce qui se passe avec la création, avec la séparation. C'est une illusion. Le grand créateur, je dis, ça représente cet homme-là. J'ai dit c'est une image tronquée parce que le grand créateur, il est illimité dans tous les domaines. Mais ici, ce petit exemple montre comment se fait la séparation. C'est une illusion de sens. C'est une illusion de la conscience. Voilà ce que je voulais vous dire. J'allais ajouter quelque chose d'important, c'est qu'au niveau des points créateurs qui sont dans l'univers pour manifester les choses, il y a un ingrédient de taille, ce que j'appelle un catalyseur, qui existe dans tout l'univers. Ce catalyseur prend sa source dans tout l'univers. C'est la vie. La vie, c'est l'élément numéro 1 pour pouvoir expérimenter les choses et accélérer. On a parlé de l'évolution pour les points créateurs. C'est l'évolution qui est accélérée par la vie qui nous amène des événements de toutes sortes. Et quand on les vit, qu'on les accueille ou qu'on ne les accueille pas, on les vit. Le mieux, c'est de les accueillir et d'accepter. Accepter ne veut pas dire je ne ressens rien ou je n'ai pas de douleur ou quoi. Accepter, c'est accepter ce que l'événement amène. Même si on a la douleur, on la laisse passer, on souffre, on exprime qu'on souffre. Ça, on ne peut pas le nier. La vie prend, comme je dis, prend sa source dans l'univers. L'univers qui est, comme je vous ai dit, un consensus entre l'amour et la conscience. Donc la vie est en lien direct avec l'amour et la conscience. Donc tout ce que fait la vie, tout ce que nous apporte la vie, c'est basé sur l'amour. Donc tout ce que nous vivons, quand je perds mon fils, quand vous perdez quelqu'un de proche, quand vous perdez un boulot, quand vous perdez la santé, tout se fait pour des raisons bien précises. C'est pour notre bien.
C'est parce qu'il y a des choses qui doivent s'harmoniser. Évidemment, nous, on n'est pas toujours prêt à l'accepter comme ça. Et ce livre est là pour nous inviter à cela, à accepter la vie et les expériences. Parce que, en tant que grand créateur, en plus, nous avons choisi ça. Nous sommes en train de choisir ça. Je ne sais pas que nous avons choisi. Nous choisissons à tout instant. Même si notre conscience limitée a oublié tout cela. Et donc la vie, c'est notre allié pour aller plus vite dans cette évolution, pour retrouver qui nous sommes pour réaliser qui nous sommes. Comme j'ai dit, nous avons l'éternité, mais l'éternité peut être raccourcie si on vit notre vie d'une manière juste, si on respecte la vie. Respecter la vie, c'est se respecter. Se respecter, c'est respecter tout ce qui existe. Parce que le ce, c'est le grand créateur suprême, c'est nous, c'est tout le monde. Alors quand nous on dit, ah moi j'aime tel, mais pas celui-là. Mais c'est pas de l'amour ça. Je pense que je parle, je suis concernée. Aimer, c'est aimer tout, sans condition, sans distinction. Et donc aimer la vie, c'est accepter la vie, accueillir les expériences et puis célébrer la vie. Et si cela s'accompagne en plus de gratitude, quoi qu'il arrive, parce que je peux vous assurer, je l'ai vécu, je n'ai pas dit que je l'ai vu nécessairement tout le temps. Ça me concerne de savoir comment je vis les choses. Mais je sais que je l'ai vécu. Perdre un fils, on peut vivre quelque chose qui est jugé tragique dans notre monde, qui est jugé inacceptable et tout, et avoir un sentiment de gratitude. Je me souviens, j'étais en train de pleurer d'émotion et tout, et en même temps de dire gratitude, mais sincère, c'était pas des mots, ça venait du cœur. Gratitude, mon fils, de m'offrir cette expérience pour comprendre la vie, pour comprendre ce que j'ai écrit, pour le vivre. Et en même temps, je le vivais et j'étais en train de pleurer d'émotion, tout simplement. Donc c'est possible si on s'y applique. J'ai essayé d'apprendre donc, et je continue d'apprendre à vivre le plus juste que je peux. Et mon livre, la deuxième partie qui parle donc de cette expérience-là, nous invite à vivre la vie autrement. La vie devient beaucoup plus, je dirais même plus facile. En tout cas, on en reçoit beaucoup lorsqu'on accepte les expériences de la vie. C'est pour ça que l'invitation à vivre la vie autrement, à célébrer la vie le plus possible, être en gratitude, même pour des choses qui apparemment nous semblent contraires à ce que nous on voudrait en tant qu'humains. Se dire que tout ce que la vie nous amène a un sens. Et c'est juste pour nous. Et ça nous correspond. Il n'y a pas d'erreur de destination. Chacun reçoit ce qui lui correspond. Et ce n'est pas une histoire de vengeance ou de punition. Il n'y a pas de punition dans notre vie. Il n'y a pas de punition au niveau de notre être suprême. Surtout la vie. La vie est juste. La vie se déroule. Elle ne va pas écouter, oh, toi tu m'as supplié, tu m'as fait un grand sourire, non, je ne te donne pas ça. Non. La vie n'écoute pas ça. La vie, elle fait ce qu'elle a à faire. Avec amour et conscience. C'est ça mon message, c'est le message du livre que je m'adresse aussi, parce que je l'ai vu en même temps que vous. Je vous rends grâce de m'avoir écouté. Je vous remercie. Vivons la vie autrement. Accueillons ce qui se vit, ce qui nous arrive, la situation du moment, en conscience. Accueillons cela. Ça a un sens, cela.
Pensez-y. Je vais peut-être ajouter quelque chose que je n'avais pas prévu. Enfin, je n'avais rien prévu parce que j'ai dit les choses comme ça venaient. J'ai prévu quelque chose, mais je n'ai pas suivi. Je voulais dire quelque chose. Une fois, je posais une question, je parlais avec quelqu'un et j'étais en train de démonter tout le grand système qui nous dirige. On parle de tous ceux qui sont en train de rendre l'humanité vraiment... Vous savez de quoi je veux parler. Et j'étais en train de dire c'est des gens qui ne sont pas dans l'amour, qui ne vivent pas l'amour. Ils ont choisi de servir l'ombre. Et vraiment, à mon avis, ils sont loin d'être dans l'amour et tout. Et la personne m'a regardée. C'était une personne sage qui m'a regardée, qui m'a dit, tu sais, dans le grand dessein de l'univers, qui est amour et conscience, lorsqu'il y a disharmonie, pour que l'harmonie revienne, ça peut passer par le chaos. Ça peut passer par des choses qui sont chamboulées, qui sont détruites pour que l'harmonie puisse revenir. Tout a un sens, même si ça nous est caché. C'est pour ça que faisons un effort pour demander la force dont j'ai parlé au début, de nous aider à ne pas céder à la panique. Que ce qui arrive, arrive, même si ça nous arrive, ça aura sa raison d'être. Je vous remercie. Merci beaucoup.